Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Vous mettez votre conscience du cœur entre les deux mains. Déjà là, vous m'avez perdu. Vous mettez votre conscience du cœur entre les deux mains. Vous mettez vos mains ici. Ouais. Ok, mettez vos mains ici. Comme ça, hein. Vous prenez quelques respirations. Ok, un petit peu de cohérence. Ok. Puis l'espace de votre cœur. Ok, tout ce que comporte votre cœur, vous le mettez dans vos mains. Vous êtes en capacité de sentir qu'il y a quelque chose là. Et si vous rapprochez vos deux mains, il y a forcément quelque chose qui se produit. Une chaleur, des picotements. C'est vrai. Des choses comme ça. Donc vous êtes en capacité. Voilà. Chers amis, bienvenue. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec mon invité installé sur les canapés. On va connaître son parcours de vie, son histoire, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui sur ce canapé et qu'elle est la femme qu'elle est, l'accompagnante, la thérapeute, psychopraticienne. C'est sans doute le mot le plus difficile à dire dans la langue française. Psychopraticienne, c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Gwen Saulnier est là, bonjour. Eh bien, bonjour. C'est une grande joie que d'être avec vous aujourd'hui. Merci, un vrai bonheur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ton de Gwen, déjà, donne une indication sur une première partie de vie. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Chère consoeur. Il est vrai. Bon. Je fus journaliste pendant 21 ans. Ouais. Il est vrai. Est-ce qu'on dit souvent qu'on est toujours journaliste, ah oui, même si on a arrêté l'activité? Journaliste un jour, journaliste toujours. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, je pige encore un petit peu pour un média positif. Bon. Ouais. Donc merci d'être là, psychopraticienne, praticienne en énergie chinoise, et on va parler d'homéopathie uniciste et de tous ces sujets. Pourquoi avoir pris un virage à 180 degrés? Pour petite contingence personnelle, bien sûr, problème d'attachement, lourd problème d'attachement, syndrome abandonnique, donc relation pourrie, voilà, forcément. Donc méchant garçon, comme dans la chanson, pas gentil, donc moi, complètement râle et pâquerette. Et là, je décide d'aller au pire de moi-même. Vraiment d'attenter à la vie, quoi. Hein. Ah ouais? Ah oui, on retient plus rien, en fait. Voilà. Ah oui, donc ce jour-là, jusqu'à envisager le pire? Ouais, parce que je suis TDAH à l'époque. Je parle de ça il y a plus de 10 ans. J'ai un traitement sur moi. Ça se passe pas bien avec mes méchants garçons. Et je viens de prendre mon petit traitement, en fait. J'ai la boîte. Donc je me dis, je fais quoi? Ah ouais. Voilà. Ouais. Plus rien, plus de foi, plus rien. Puis finalement, il y a quand même un petit bout de foi. Voilà. C'est ce que certains appellent la nuit noire de l'âme, en fait. Ah ouais, c'est-à-dire c'est que ça. vous sombrez au point de vouloir mettre fin à votre vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'obscurité. Et finalement, non, il y a quand même la petite lueur, la petite lumière, la petite vibration, la connexion. Je ne sais pas y mettre de mots. Mais d'abord, il y a vos enfants. J'ai pas du tout pensé à ça en premier lieu. Pas du tout. Non, j'étais vraiment très, 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 très mal. Hein. J'étais vraiment au point de se dire, là, je peux plus rien faire. Parce qu'on s'imagine souvent que c'est la bouée de sauvetage, ça. C'est-à-dire le fait d'avoir les enfants et de se dire, pour les enfants, je ne peux pas. C'est ça, avoir, c'est ça. Ça m'a aidé à tenir jusqu'à un certain moment. Et là, c'était vraiment la dispute de trop, toute la négation, enfin voilà. C'était trop, quoi. Donc, et finalement, je les ingère pas. Ils restent là, et puis j'appelle mon amie, et elle me dit, vite, va te réfugier chez le papa de ton fils, et tu seras en sécurité. Et c'est vrai. Ouais. J'ai lâché pendant 6 mois toute la profession, donc toutes les piges que je faisais, j'écrivais plus rien. Et pendant 6 mois, j'ai travaillé sur moi. Évidemment, c'est pas venu par hasard. J'ai trouvé méthode énergétique. Je savais même pas ce que c'était. Vous n'étiez pas au fait de ça? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ah, mais pas du tout. Issu de 4 générations de cordonniers, j'ai ciré des pompes, mais alors l'énergétique... Au sens propre comme au sens figuré? Oh oui, je crois aussi, ouais. Je pense. Non, j'étais pas du tout au fait de tout ça. Jamais de hasard, donc l'EFT, ah ouais, tiens, c'est facile, bon, allons-y. Oh, puis voilà, je me suis dit, tiens, je vais me former, ça peut être sympa. J'ai une première partie de carrière où j'ai été soignante.
Donc j'ai travaillé en cabinet dentaire et j'ai été aide-soignante. J'ai toujours ça en moi, en fait. J'ai toujours, évidemment, syndrome de la sauveuse, comme on dirait. Ouais. Et là, je me suis dit, au bout de quelques temps de formation, parce que j'en ai fait 40, je me suis intéressée à plein de choses, je me suis dit, mais moi aussi, je veux un cabinet, en fait, c'est ça que je veux faire. Non, mais moi, je veux accompagner les autres. C'est vraiment ça. Parce qu'on ne vous a pas accompagné ? Parce que je me suis accompagnée toute seule, et puis de toute façon, c'est notre chemin à nous. On est en construction en permanence. On est en thérapie à vie, quelque part, parce qu'on a des expériences, parce qu'on vit des choses, parce qu'on travaille sur soi ou pas, mais de toute façon, la vie, c'est déjà un travail en permanence sur soi. Je me suis sentie accompagnée, oui ou non, oui, par les gens chez qui je suis allée. Après, c'est vraiment un travail de seul. Voilà. Voici pourquoi 99% des aides spirituelles n'arrivent pas à manifester leur vraie mission. Tu médites, tu tires les cartes, tu parles à l'univers, tu fais des soins, tu bosses ton taux vibratoire, tu travailles sur toi, mais dans la réalité, il n'y a rien qui change. Tu es toujours dans le flou, dans l'attente. Et tu as cette sensation d'être en chemin, mais ça avance pas. Tu ressens l'appel, tu sais que tu as une mission, mais tu sais pas comment l'incarner. Tu penses que tu n'as pas encore assez travaillé sur toi, mais non. Le vrai souci, c'est que tu es encore trop dans ta tête. Et tu le sais, parce que parfois tu as des signes, tu as des messages, une heure miroir, un rêve, une sensation, un frisson, un message que tu entends, que tu ressens, mais t'en fais rien. Tu le laisses passer, parce que tu sais pas quoi en faire. Et tu te demandes, est-ce que c'est un vrai message ou c'est moi qui tripe ? Tu penses trop, tu doutes trop, tu suis tes peurs au lieu de suivre tes intuitions. Mon Dieu, j'en ai fait des mauvaises rencontres, alors que j'avais eu le message, mais j'ai pas écouté. C'est ça, être déconnecté. Et pourtant, la guidance divine, elle est toujours là. Elle émet, elle parle en continu. C'est juste que t'es pas sur la bonne fréquence. Et parfois, même tu la reçois, mais t'en fais rien. Et c'est ça qu'on va réaligner. Il est temps de te reconnecter pour vivre dans la guidance. Immergé de l'intérieur. Pour être guidé à chaque tournant, à chaque carrefour, à chaque décision, à chaque virage de ta vie. T'es pas censé avancer seul. Et c'est pour ça que tu doutes. Fini de tourner en rond. Tu veux manifester ta mission ? Restaure ta connexion. Alors c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va vivre ensemble. On va se retrouver dans les plus grandes villes de France et on va opérer à ta reconnexion en live, portée par la fréquence des dauphins sauvages de la mer Rouge. Leurs vibrations traversent ton corps. Elles réveillent ce que tu as toujours su. Elles réouvrent la porte. Comme pour plus de 150 000 personnes qui l'ont déjà vécu, maintenant c'est à ton tour. Alors c'est très simple. Tu vas sur abctalk.fr pour réserver ta reconnexion dès maintenant, pour connaître les dates, les villes partout en France. Le lien est juste autour de cette vidéo. Attention, les places sont limitées. Je te dis à très vite. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse et la refermer très vite sur l'acte que vous avez failli faire. Oui. Juste une chose. Est-ce que, et j'entends ça parfois, est-ce que faire un acte comme ça, ou oser faire un acte comme ça, est un acte de lâcheté ? Je pense que oui, a fortiori. Je pense que oui, mais quand on est dans un état de dépression totale, où on est envahi par toute cette négativité, parce que là, c'est pas que avec soi-même, il y a un autre en face qui vous renvoie des insultes, qui vous renvoie de... Je pense que là, à ce moment-là, je fais preuve de lâcheté parce que je pense à rien d'autre, quoi, que à moi, que la souffrance s'arrête finalement. Et la souffrance, je l'ai côtoyée pendant 1 an et demi avec lui. Et je vous passe les détails des autres que j'ai eu avant, bien sûr, mais là, c'était trop. Et pour moi, aujourd'hui, je pourrais dire que oui, parce que j'avais pas les gens, je connaissais pas les gens avec qui il fallait aller. Les thérapeutes, enfin, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de charlatanisme, donc je savais pas du tout à qui m'adresser en fait. Et là, je pense que sur ce coup-là, en mettant ces cachets là dans la bouche, oui, là, je pense que je me dis, en fait, je peux plus rien là, j'abandonne quoi, j'abandonne. Sauf que la vie, c'est pas ça. Puis le bagage karmique, merci, quoi, derrière. C'est sûr, c'est sûr. Il y en a gros. Alors, quand vous allez faire toutes ces formations, on a envie, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais de savoir
quel est ce bagage karmique? C'est-à-dire qu'on peut maintenant faire, dans le transgénérationnel, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment. Tout à fait. Je pense que je viens d'une lignée de femmes qui ont beaucoup souffert. Parce que déjà, moi, j'ai vécu avec mes aînés. C'est-à-dire que j'ai été élevée vraiment par mes grands-parents. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 23 ans avec mon arrière-grand-mère qui est morte à 103 ans. Mais je pense que déjà, ces femmes-là, elles portent la guerre en elles, mais au sens propre du terme. Elles sont parties en exode, mon grand-père était résistant. Enfin voilà, il y a plein de choses que je porte, que je pense qu'il y a vraiment une lignée chez moi de la femme qui était en souffrance par rapport aux relations avec les hommes. Ça, je l'ai compris. Il n'y a pas très longtemps. Mais vous l'avez compris en expérimentant des choses? Oui, en faisant du transgénérationnel. Alors, je n'ai pas fait de formation de transgénérationnel, j'ai lu beaucoup de livres, mais bon, ça ne fait pas de moi une pro de ça. Et puis, j'ai vécu aussi plein de séances avec des chevaux, notamment. Voilà, équithérapie et autres choses. Alors, comme ça. Équithérapie et constellation familiale avec les chevaux. Voilà, c'était très intéressant parce que là, il n'y a pas l'humain, il y a juste les chevaux. D'ailleurs, ça m'a rendue malade. Le soir, j'étais à quatre pattes, j'avais envie de régurgiter, des maux de ventre horribles, le niveau de santé qui s'est trouvé abaissé d'un coup. Et là, je me suis dit, OK, ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça a révélé de vous? Donc, hormis effectivement cette lignée, une fois qu'on a cette information et qu'on la comprend, et on se dit, ça vient sans doute de là, donc je suis dans la continuité de cette lignée, qu'est-ce qu'on fait de cette info? Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Soit on la garde et on est OK avec ça, soit on la travaille. Donc moi, je la travaille. Mais de toute façon, en tant que psychopraticienne, je mets un point d'orgue à être suivie en supervision. En supervision. Et moi, personnellement, parce que c'est juste obligatoire, je pense. Donc voilà, je travaille ça tout le temps. Et c'est aussi le rapport avec les hommes, c'est aussi l'attachement. Donc là, j'ai carrément fait une formation, la guérison des parts intérieures sur les besoins de la satisfaction. Donc voilà, c'est ça en fait. Moi, je travaille. Après, c'est OK si les gens se disent « OK, j'ai l'info, mais je ne travaille pas dessus », c'est aussi OK. Chacun son chemin. Et donc un jour, vous vous dites « Moi aussi, je veux un cabinet. Ouais. Moi aussi, je veux accompagner. Ouais. Moi aussi, je veux… » Alors, après, il faut se déterminer. Oui. Il faut prendre un angle, une expertise dans votre accompagnement. Comment arrive la médecine chinoise et l'homéopathie, notamment uniciste? Alors, il y a 7 ans, vous m'auriez dit, tu vas faire de la médecine chinoise, je vous aurais regardé et j'aurais dit, Marc, c'est cela, oui. Très drôle. Non. Non, parce que toucher les gens et tout, non. Alors, non, catégorique. Sauf que j'avais passé une partie de ma vie à mettre les doigts dans la bouche des gens, quand même. C'est vrai. En tant qu'assistante dentaire, ouais, c'est sûr. En tant qu'assistante en odonto, stomato. Et en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, tout de suite, je me suis installée avec l'EFT, parce que l'EFT, c'était tellement facile. Mais je me suis vraiment heurtée, dès les premiers mois, à un problème de connaissance en niveau psychologie. Donc, je suis allée faire la fac de psycho, voilà. J'ai été diplômée, mais je ne suis absolument pas psychologue. Je ne veux pas ce titre parce que je ne veux pas être référencée ni avoir de numéro ADELI. Donc, j'ai fait mes 5 ans d'études, voilà. Qui est une grosse valeur ajoutée, pour le coup, non? Ouais, mais alors pas du tout pour moi. C'est vrai? Oui. Ah mince. Parce que les concepts de psychanalytique ne m'intéressent pas du tout. Je trouve ça hyper saugrenu. Alors, pour sa culture, c'est très chouette, hein. Mais c'est pas du tout vers ça, moi. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un outil qui ne vous aide pas dans votre accompagnement? Alors, dans mon accompagnement, bien sûr, sur le verbatim ou la verbalisation, mais je m'inspire pas du tout de ces concepts. Moi, c'est vraiment tout ce qui est outil de 4e génération, c'est-à-dire la psycho-énergétique, c'est vraiment ça. Parce que quand vous faites les mouvements oculaires issus de l'EMDR, c'est quand même... ça marche du tonnerre sur des traumas. Enfin, on voit, hein, en une séance, il y a une personne, je me souviens, elle dit « je ne peux pas conduire, j'ai eu un accident, etc. » Et puis finalement, 2 jours après la séance, elle me dit « mais je peux conduire, à nouveau. » En faisant le MDR. Ouais, en faisant les mouvements oculaires, c'est incroyable. Le FT, vous avez une peine, vous avez quelque chose qui est lourd, une émotion. Mais en plus, vous avez vous-même le choix de voir à quel point ça baisse sur l'émotion, c'est hyper facile. En fait, l'acupression. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait ce qu'on appelle le chi, donc l'énergie. Voilà.
Je connaissais pas vraiment le principe. J'avais fait des arts martiaux, mais je connaissais pas du tout le principe de ce truc-là. Et là, quand on ouvre la boîte de Pandore, il y a plein de choses qui viennent. Quoi faire comme formation après l'EFT? Je me suis dit, bon, je vais faire la psychologie. Donc, j'ai rien dit à personne. Personne de mes amis n'était au courant, personne. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin toute seule. Et puis là, je me suis dit, bon, ok, c'est super, mais c'est pas ça, en fait. Et donc, au bout de 5 ans, quand même. Non, parce que pendant les 5 ans, en fait, j'ai un super pouvoir. J'ai un TDAH, donc c'est un super pouvoir. Super pouvoir, hein. C'est-à-dire que quand je faisais des articles, c'était 12 en même temps. Ah oui, non, mais là, je lis 30 livres en même temps. Enfin, c'est un super pouvoir. Ah non, mais c'est à bon escient. Comment vous avez découvert, on continuera évidemment sur votre parcours, mais comment vous avez découvert que vous étiez TDAH? Les chats ne font pas des chiens. Okay. Donc j'ai un fils de 18 ans et il a été diagnostiqué. Okay. Et là, je discute avec le médecin, enfin, le pédopsychiatre. Il me dit, bon, essayez quand même d'aller vous faire diagnostiquer. Donc, faites le test. Faites le test. Donc j'ai fait pareil, TDAH, HPI. Autisme, bipolarité, j'ai tout fait, comme ça au moins je sais quelle étiquette il me colle. Okay. Mais en tout cas, voilà, tout ça fait que j'en fais un super pouvoir. C'est fatigant, mais c'est quand même un super pouvoir. Je pense, oui. Ouais. C'est-à-dire que vous avez la faculté de vous dédoubler? J'ai pas le don d'ubiquité, non. Mais j'ai le don de traiter plusieurs informations en même temps. Ouais. On dit quand même que les femmes ont ce pouvoir-là. Oui. C'est inné. Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Il est vrai. Ce que nous ne serions pas capables de faire. Il paraît. Je pense que c'est peut-être une dissonance collective. Hein. Je pense. En tout cas, donc, ça vous a. Quand vous apprenez ça, qu'est-ce que ça change dans votre psychologie? Waouh, ça change beaucoup de choses. Parce que là, on se dit, OK, quand j'en ai bavé lors de mon cursus scolaire. Ah oui, le cursus scolaire. Alors, moi, ça commence bien plus tôt. C'est le cursus scolaire catastrophique. Enfin, vraiment, moyenne, quoi. Moyenne. Mais laborieuse. Laborieuse. Enfin, vous me mettiez devant les maths. Non, il n'y avait pas de labeur. Hein, là. Non, vraiment, c'était trop compliqué. Les relations interpersonnelles. J'avais pas d'amis, j'avais un ami, d'ailleurs, je l'embrasse. Voilà, c'est mon frère de cœur, il se reconnaîtra, mais c'était catastrophique. Et puis, les relations avec les hommes viennent après. Enfin, voilà. Et puis, je me dis, mais ça change quoi? Ça change tout le regard que je porte sur le passé. Est-ce que vous seriez capable de dire que toutes celles qui se reconnaissent dans ce que vous dites, au travers des, j'allais dire les symptômes, mais le mot n'est pas bon, en tout cas les particularités, le mal-être que vous pouviez ressentir à l'école, dans les relations avec les hommes, etc. Est-ce que vous pourriez leur dire, essayez de vous faire détecter? Alors, oui, c'est ce que je dis, moi, quand les consultants viennent me voir. Évidemment, je les attire tous, forcément, et puis en plus, ils ne le savent pas. Mais au bout de Maintenant, c'est râpé. Hein. Ouais, au bout de 2-3 séances, je leur dis, bon, voilà, je ne peux pas faire de diagnostic, c'est un psychiatre qui peut le faire, vous serez accompagné sur telle ou telle structure. Je peux commencer à voir pour évaluer un peu le truc. Et puis, de toute façon, il n'y a pas besoin de logiciel pour ça. Ça se sent, mais bien sûr. C'est évident. Donc, je leur pose des questions. Je fais quand même les questionnaires en lien avec ça. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, voilà, moi, je vous propose de vous faire diagnostiquer ailleurs. Et avec ça, vous allez en faire quoi? Est-ce que c'est OK pour vous déjà? Et en fait, moi, je ne pousse pas. Je dis, moi, ça m'a juste aidé à comprendre certaines choses. Ça m'aide parfois à me dire que, bah oui, si je suis extrêmement fatiguée, c'est parce que j'ai tel ou tel symptôme ou telle particularité, voilà, et que donc c'est bien normal que je sois très fatigable, et c'est OK. Et après, par contre, en séance, ceux qui se font diagnostiquer ou qui prennent un traitement, c'est OK pour moi. Après, je les épaule, je les accompagne sur plein de petites techniques du quotidien. Les to-do list, il y a plein de choses en fait, parce que j'ai passé une certif de coach d'accompagnement en TDAH. J'étais bien placée pour... Mais en tout cas, c'est peut-être important de commencer par là, pour essayer de comprendre le mal-être dans lequel on baigne depuis si longtemps. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, ça a été la révélation et je me suis dit, ah ça y est, j'ai enfin une explication. J'ai enfin une explication. Ouais. Et après, évidemment, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, mais ça, c'est libre à chacun. Voilà, c'est vraiment
libre à chacun. Quand j'ai su ça, je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai lu beaucoup d'ouvrages dessus. Il y a à boire, à manger aussi, mais je me suis dit, bon, bah voilà, ça, je me reconnais très bien, ça, je me reconnais pas. Et puis, de toute façon, si même moi, j'ai ça, et que vous avez un TDAH ou un HPI ou autre chose, mais en fait, c'est comme dans l'autisme. Rainman, c'est peut-être pas ce que moi j'ai si je suis diagnostiquée autiste. Il y a le grand canyon entre les deux. Bien sûr. Il y a ce qu'on est profondément, il y a toute cette vibration qu'on a, toute cette énergie. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez d'énergie, parce que je suis en train de me rendre compte, et pendant que vous parliez, je réfléchissais aux différentes personnes que j'ai reçues ici, et qui sont diagnostiquées, en tout cas TDAH. Et vous avez tous la même énergie. Ouais. Il y a une énergie... décuplée. Ouais, c'est ce que j'appelle l'énergie de Zébulon. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et alors, c'est très agréable parce que vous avez ce dynamisme-là, et si vous ajoutez le sourire, évidemment, c'est très très bien, et ça peut être très fatigant. Oui, c'est très fatigant. Pour tout le monde, hein, pour l'entourage comme pour vous, hein, j'imagine. Complètement, c'est très fatigant. On est d'accord là-dessus. Hein. Il y a une résonance dans l'énergie des TDAH qui est très particulière. Oui, parce que en fait, bon, tout ça, c'est dans le cerveau. On va pas faire un cours de neuro, mais en fait, on a cette capacité, ou cette non-capacité à se focaliser sur quelque chose. Donc, ça part toujours dans tous les sens. Moi, à l'époque, on m'a dit, je n'imaginais même pas pouvoir rester 1 heure à faire une séance. Imaginez, d'abord, parce que l'heure n'était pas à ça. Mais je n'étais pas capable de me concentrer 1 heure. Je lis un livre, voilà, c'est 20 minutes, je fais autre chose entre deux, et puis je recommence la lecture. On a cette capacité à faire plein de choses en même temps et à penser plein de choses en même temps. Une fois qu'on a des conseils, une fois qu'on sait à peu près comment diriger tout ça, ça c'est OK, on arrive plutôt à se focaliser sur un chemin ou un autre. Mais c'est du travail. C'est du travail, ouais, clairement. Alors, l'énergétique chinoise, qui arrive dans votre vie, parce que entre le fait d'être diagnostiqué TDAH, de se dire « Ah ben ça y est, je comprends, maintenant je vais faire un travail sur moi, je vais accompagner les autres, et donc sans doute avoir une compréhension des problématiques que les gens rencontrent de manière plus simple et plus claire. » Pourquoi l'énergétique chinoise ? En 2009, le métier de pigiste, c'est journaliste indépendant, c'est un métier qui est, qui est difficile. Et aléatoire. Très aléatoire au niveau des revenus, au niveau des sujets. J'ai toujours œuvré pour faire des choses qui me plaisaient. Je crois que je suis la première connasse de la presse écrite. J'ai été harceler les hommes dans la rue. J'ai fait ce premier reportage il y a fort longtemps. J'ai fait aussi... je me suis mise en situation de handicap dans un fauteuil, pas pour dire « ouais, tiens, j'ai vécu pour », mais derrière, il y avait vraiment une analyse sociologique, des témoignages, etc. Donc, j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer de travailler pour des médias indépendants, mais des fois, il fallait bouffer. Donc, c'est pas tout le temps le cas. Bien sûr. Et en gros, je me souviens que en 2009, j'arrive à Nîmes, je travaille à Nîmes, et là, je me dis, oh là là, pas de pige, comment je vais faire? Il va falloir que j'aille dans la communication. Et en gros, chez les journalistes, la com, c'est le côté obscur. Et pourtant, j'en ai fait beaucoup. Et là, je passe un bilan de compétences. Pof, 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 les résultats, premier médecin. Il y a fort longtemps, sur ma première carrière de soignante, j'ai fait une première année de médecine. Et en fait, les banques ne m'ont pas suivi dans ce projet. C'est-à-dire qu'il me fallait 100 000 francs et ils m'ont dit non, non et non. Donc je ne pouvais pas faire... D'abord, je n'aurais pas eu la capacité, soyons très clairs, mais je voulais me destiner à ça. Donc, loupé. Et que vous aviez réussi en première année de médecine? Pas du tout. Qui est la plus difficile. Oui, mais il fallait que je travaille, parce que je n'avais pas l'argent, clairement pas, en fait. Donc, en fait, c'était juste pas possible, financièrement. Donc, vous voyez le message de l'univers, quoi. Non, de toute façon, je n'aurais pas été capable qu'on se le dise bien. Et ce n'est pas par manque de confiance, c'est parce que je sais exactement quelles sont mes capacités. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, 2009, le truc, on me représente ça.
Et je me dis, non, bon allez, je ferme le truc, je me mets à faire de la communication, mais ça reste dans un coin de ma tête. C'est pour ça qu'en fait, les événements se sont alignés. C'est-à-dire, Méchant garçon travaille sur moi pendant 6 mois. Et voilà, là, je me dis, mais c'est génial, merci. Merci, Méchant garçon, parce que finalement, c'est ça que je voulais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc, EFT, voilà. Et puis, par hasard, tiens, médecine traditionnelle chinoise. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Hein. Honnêtement, je me dis oui, bon, allez, j'aimerais bien comprendre quand même, mais de là à partir sur 5 ans d'études, non. Je dis non. Non, mais bon, un peu quand même. Un peu quand même. Ouais, un peu quand même. Bon, allez, j'y vais. Première année, pénible. 2e année, je me dis, oh non, je vais lâcher. Et 3e année, là, ça commençait à me dire... Parce que c'était beaucoup de... L'enseignement, c'était beaucoup de concepts qui, moi, m'apparaissaient intouchables. C'était pas palpable, malgré les exercices. Moi, j'étais intéressée par le côté homéopathie. Et puis, j'étais sur les points d'acupuncture, quoi. Mais il n'y a rien qui s'embranchait. Enfin, je comprenais presque rien. Il y a du toucher dans l'acupuncture. Oui, oui. Alors, en fait, nous, en plus, moi, je ne suis pas allée dans une école où on pique. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de piquer. Ouais. Ce ne sont que les médecins qui ont le droit de piquer. Donc parce que j'ai vu ça, acupuncture sans aiguille. Ouais, acupressure en fait, ça s'appelle. Voilà, acupressure. Donc moi, c'est vraiment avec mes petites mimines et la moxibustion, donc c'est des espèces de gros cigares qui font un apport de chaleur. Et en gros, 3e année, ça y est, je commence à devenir un peu plus intéressée. Et en fait, je faisais venir des gens gratuitement. Et puis, je me suis entraînée tout le temps comme ça. Et dans mon école, ce qui est génial, c'est qu'on prend les pouls. En fait, donc ça, c'était vraiment incroyable parce qu'une fois qu'on s'est testé, on s'est testé beaucoup de choses. J'avais fait beaucoup de tests musculaires avant, en formation. Et là, je me dis, waouh, la révélation, quoi. Vraiment. Et je termine mon cursus. Puis en fait, y a plein de gens qui viennent parce qu'il y a plein de résultats. Et ça, c'est un cursus de 5 ans? Oui, 5 ans. Ouais. Donc en fait, vous faites psycho 5 ans. Ouais. 5 ans de médecine chinoise. Oui. Je ne sais pas si on se dit médecine chinoise, si de pratique oui, médecine traditionnelle. Ouais, énergétique chinoise, on va dire. Parce qu'on n'a chinoise. pas le droit d'utiliser non plus le terme médecine. Voilà, donc, moi, j'appelle ça des chinoiseries. Des chinoiseries. Voilà, je trouve ça mignon. Des chinoiseries. Ouais, mes petites chinoiseries, voilà. Ouais. Et là, je découvre l'énergétique, quoi. Vraiment. Et je découvre beaucoup d'autres choses à travers ce cursus-là. Je découvre l'astral, je découvre le double, les corps éthériques, tout ça. Je ne connaissais rien de tout ça. Donc, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à m'y intéresser. Et en même temps, parallèlement, j'ai quand même toujours mes petits outils à côté. Ouais. Voilà. Et il n'y avait pas de phase de scepticisme dans votre apprentissage? C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous accueillez les choses et que ça vous paraît... Enfin, j'ai le sentiment extrêmement naturel, mais oui, mais c'est bien sûr. Et il n'y a même pas de retenue. Vous vous dites pas, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce Si, bien sûr. Alors oui. Alors sur la médecine chinoise, non, parce que ça fait quand même 4000 ans comme cette histoire. Quand même, ouais. L'allopathie, c'est 800 ans, et encore Galien a travaillé sur des corps des morts. Donc c'est pour ça que la médecine aujourd'hui fait vraiment ce qu'elle peut et que c'est très très chouette en urgence. Mais sur la causalité, c'est beaucoup plus complexe. On n'est pas là pour faire le procès de ça, c'est que c'est pas une évidence, c'est que je suis bretonne. J'ai été élevée en forêt de Brocéliande. Oula, okay. Bon, voilà. Énergétiquement parlant, ouais, il y a du niveau. Il y a du niveau, quoi. Ouais, je suis déjà tombée sur des réunions de druides quand j'étais petite. J'avais vraiment une maison en forêt de Brocéliande, vraiment à la lisière. Donc j'y ai passé toutes mes vacances, j'y passais... J'ai même vécu après là-bas quand j'étais journaliste à Ouest France. Enfin voilà. Donc bon, des hauts lieux énergétiques et où je me sentais toujours bien. C'est-à-dire que maintenant je rentre dans la forêt de Brocéliande, c'est je suis happée. Voilà, je suis vraiment happée. Oui, c'est parce que vous avez ouvert les choses. Je pense que j'ai ouvert, oui. Ouais. Je pense que j'ai Toutes les choses se sont décuplées. Exactement. Ce qui fait que vous avez une réceptivité qui est plus accrue, je pense. C'est ça, exactement. Les arbres. Je touche un arbre, je lui demande la permission. Enfin, voilà, je connaissais pas tout ça, moi. Mais il y avait déjà le soir, je me rappelle, ma mère grand me laissait aller dans la forêt jusqu'à 23 Mère grand. Ouais, c'était mère grand.
Mère Grand. Mère Grand. Mère Grand. Mère Grand s'en allait tranquillement dans une petite forêt de brocéliande. C'est ça. Ah, c'est magnifique. Mère Grand, ma personne Mère qui Grand. était ma personne préférée quand elle était encore de ce monde, sur sa tête. Et puis bon, voilà, il y a quand même ces notions d'agriculture, il faut suivre les saisons, il faut, enfin voilà, toute une vie en fait pas d'abnégation, mais d'acceptation finalement du temps qui passe, des saisons. Et en fait, qu'est-ce que fait la médecine chinoise ? Ils ont mis un homme. Ils se sont dit bon, il se passe quoi à l'été ? Ah ouais, il a chaud. Ah ouais. Oh bah dis donc, il a froid l'hiver, hein, pendant que temps hivernal, il grenotte. Et puis il se passe quoi quand il se lève et puis toute la journée ? Ah, puis il trouve les méridiens. Ah oui, les petits vaisseaux là d'énergie qui nous parcourent. Ah ouais, bah là, à midi, là, il se réveille à 3 heures. Ah ouais, bah ça c'est le foie, le foie c'est la colère. Il est en colère le petit bonhomme. Vous voyez, ils ont fait ça. Et en fait, je trouve que c'est logique. On vit sur une terre où il y a, plein de choses telluriques, il y a plein d'énergétiques. Mais en fait, au premier lieu, il y a qui ? Il y a l'individu, avec tout ce qu'il porte, tout ce qu'il est, toute l'énergie. Donc, en fait, moi, je me suis dit, mais c'est pas que je ne suis pas incrédule. Au contraire, parce que j'ai été journaliste avant, donc je remets systématiquement tout en question, j'analyse tout. Mais là, je me suis dit, tiens, il y a quand même une espèce de... Je trouve qu'il y a quand même une espèce de... quelque chose qui est naturel en médecine chinoise. Et de bon sens. Et de bon sens. Voilà, on va pas se dire bah tiens on va travailler sur ça parce que c'est logique, ça coule tout seul. Voilà, on prend les poux dans une séance, on prend les poux. Bon bah là foirate, ça mentalise un petit peu là. Puis au niveau des menstruations, ça fait comment chez vous, madame ? Ah bah ça va pas bien. Oui bah c'est logique en fait. En fait on a tout sous les doigts. Et puis les points on les sent. C'est-à-dire que quand j'appuie, en général, c'est pas unilatéral, on est sur les 2 points. Bon, bah là, ça fait plus mal à droite. Ah oui, comment vous savez ? Bah rien, on sent en fait. Mais ça, au départ, moi, je sentais rien. Puis en fait, si, après, il y a des choses qui viennent dans les mains. Alors, est-ce que c'est une capacité, comment je pourrais trouver en termes, j'allais dire, druidique ? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est une capacité... Non. De perception que vous aviez déjà, mais sans doute enfouie et qui se révèle maintenant ? Non. Non, on est tous capables. Ouais, je sais ça, j'entends 50 fois par jour. Non, ouais, on est tous capables. Je ne sais pas d'où vient cette croyance collective et complètement erronée sur le fait que c'est un don. Alors, est-ce que c'est de l'histoire ancienne ou voilà, ou alors des sages-femmes qui accouchaient ? Je sais pas, j'en sais rien. Mais non, c'est hyper erroné. Quand vous mettez vos 2 mains comme ça, et que vous mettez ce qu'on appelle l'espace du cœur, là, vous mettez vos 2 mains comme ça, vous mettez votre conscience du cœur entre les 2 mains. Déjà là, vous m'avez perdu. Vous mettez votre conscience du cœur entre les 2 mains. Vous mettez vos mains ici. Ouais. Ok, mettez vos mains ici. Comme ça, hein. Vous prenez quelques respirations. Ok, un petit peu de cohérence. Ok. Puis l'espace de votre cœur. Ok, tout ce que comporte votre cœur, vous le mettez dans vos mains. Vous êtes en capacité de sentir qu'il y a quelque chose là. Et si vous rapprochez vos 2 mains, il y a forcément quelque chose qui se produit. Une chaleur, des picotements. C'est vrai. Des choses comme ça. Donc vous êtes en capacité. Voilà. Vous voyez ? C'est vrai que ça peut... C'est ça, l'énergétique chinoise ? C'est ça, l'énergétique tout court. Oui. Et c'est pour ça que quand les gens viennent me voir... en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que... Ouais, bien sûr, je fais des points, évidemment. Ou alors, je teste certains remèdes pour donner des conseils en homéo. Mais il ne faut pas croire que moi, j'accompagne. Mais c'est eux qui font le boulot. Parce que je vais leur dire, bah voilà, ce serait bien de faire un peu, je sais pas, le 3 du foie qui est là. Vous ressentez de l'angoisse, bah mettez vos mains, vos doigts plutôt ici. Faites de l'EFT, je leur apprends systématiquement à faire de l'EFT. Parce que quoi ? Parce que moi, je ne suis pas là pour leur montrer le chemin. Eux savent, enfin de toute façon, c'est écrit, mais eux vont prendre tel ou tel chemin. Mais c'est surtout que c'est un espace de collaboration complète. Parce qu'en fait, la personne qui vient et qui se dit « Bon alors, vous pouvez faire quoi pour moi ?» Moi, je vais dire « Bah écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ?» Pourquoi cet accent ?
Non, mais parce que c'est un accent sétois, là, vous voyez. Si je lui dis, tiens, il y a un accent qui déboule, là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi là? Et Montpellier, je viens de Montpellier, donc forcément... Bien sûr. Non, mais alors, c'est vrai que, parce que je me dis quand même, j'ai le sentiment, quand je vous écoute, et je pense que ça va être partagé par beaucoup de ceux qui vous regardent aujourd'hui, le fait que vous parliez de cette forêt de Brocéliande, que vous ayez une grand-maman, oui, vous dites, mère grand. Une mère grand, qui avait sans doute aussi peut-être quelque chose de particulier, et que votre chemin de vie, comme ça, vous conduit vers l'énergétique et vers l'homéopathie uniciste dont on va parler tout à l'heure. Je me dis que vous avez peut-être certaines choses que vous n'avez pas nécessairement envie de clamer haut et fort là, mais peut-être que ça a décuplé des capacités chez vous, non? J'en ai, en fait, je sais pas. J'en ai aucune idée. Si vous parlez de clairvoyance, etc. Par exemple, oui, non, je sais pas. cette fameuse intuition plus. Oui, l'intuition plus, c'est sûr. Cette espèce de connexion, mais pourquoi? Parce que moi, j'ai appris à me connecter. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est juste, en fait, mais ça c'est s'apprend. juste ça. Ouais, c'est tout. Mais ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. Ouais. Il y a plein de méthodes, il y a plein de choses, ça s'apprend. Évidemment, c'est plus aidant si vous êtes dans un lieu, c'est mieux que dans le métro, par exemple, ok? Mais c'est drôle, parce que je suis venue tout à l'heure en métro, et il y a un mec, il était comme ça dans le métro. Et il était connecté. Et moi, je le fais souvent quand je prends le tram. Voilà. Parce qu'on a tous la capacité de se connecter. Et donc, d'agir sur son propre niveau de santé. Ce qui est très intéressant. L'homéopathie uniciste. Pourquoi ces deux mots d'ailleurs, et pourquoi pas homéopathie tout court? Alors, j'ai été formée donc dans cette école de chinoiserie, on va dire, avec l'homéopathie pluraliste. C'est-à-dire qu'on donne plein de remèdes, enfin on conseille plein de remèdes. Et puis, je suis tombée sur un praticien que vous avez déjà accueilli ici. C'est vrai? Ouais, c'est Gilles. Ok. Ah, Gilles Riganides? Oui, oh, Gilles. Non, mais c'est pas un praticien, c'est un maître. C'est Gilles, quoi. C'est Gilles voilà. qui est un maître. Gilles Riganides. Regardez l'émission de Gilles Riganides. Ah oui, vraiment, regardez-là, c'est incroyable. Et en fait, donc je me suis un peu renseignée sur le bonhomme et puis son parcours. Et puis, jamais de hasard, j'ai un ami qui a commencé de faire un parcours en homéopathie uniciste, que Gilles a fait aussi, et donc j'ai embrayé là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que là, il y avait divers états de santé, il y avait 4 niveaux de santé, et que maintenant, on peut agir grâce à ces conseils en homéo. Mais vraiment, ça représente une force presque insoupçonnable. Voilà. Juste une olfaction, parce que Hahnemann, donc le créateur de l'homéopathie, enfin en tout cas celui qui a fait un travail mais incroyable, c'est fou d'avoir des esprits comme ça. Rien qu'avec une olfaction, la personne se sentait beaucoup mieux au bout d'un quart d'heure ou le lendemain. Enfin, j'ai un collaborateur qui justement est allé. J'embrasse et je salue Sébastien, qui est allé dans le cabinet de Gilles, et qui a uniquement fait ce système d'olfaction, qui a cru sur l'instant que ses tripes allaient sortir, tellement c'était extrêmement puissant, extrêmement fort, et ça l'a considérablement soulagé ne serait-ce que ça. Oui. Alors, j'ai un parcours, je peux en parler parce que la première fois que je vais voir ma thérapeute, enfin mon médecin homéopathe, elle me dit, bon, vous avez beaucoup de colère en vous, vous êtes prête est-ce que vous êtes prête à sauter à la gorge des gens? Bah oui, bien sûr. Je lui ai dit oui, bien sûr. Je me suis battue plein de fois dans la rue, enfin, quand j'étais jeune et tout. Elle me dit, je vais vous filer Lysine. C'est quoi Lysine? Bave de chien enragé. Ok. Allez, je prends son truc, là, le soir, à 4 pattes. Envie de régurgiter. Vous voyez la constellation familiale? Ça m'a fait pareil. À 4 pattes, envie de régurgiter. Maux de ventre, mais horrible. J'ai cru que j'allais appeler les pompiers. Ça m'a rendu mal. Mais alors, par contre, toute cette colère, elle s'est passée. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Voilà. C'est pas... c'est un vrai travail d'abnégation, pour le coup, parce qu'il faut trouver le bon remède qui va à la personne. En fait, dans le pluralisme, on va donner du Staphysagria pour quelqu'un qui est en colère. Mais seulement, quand on voit les travaux d'Hahnemann, on se dit, quand on se penche vraiment sur ça,
Staphysagrias, c'est la colère qu'on ne se permet pas de montrer. Moi, je peux vous assurer que quand je suis en colère, à peu près toute la Terre entière le sait. Bon, après, voilà, hein, je tapote, c'est OK, je gère. EFT. Ouais, c'est OK, je gère. Mais les granules ou l'olfaction, enfin en tout cas le remède, c'est vraiment quelque chose de très difficile à trouver. Parce que il y a plein de techniques, mais il y a notamment celle du crabe. Hein, donc c'est la petite caractéristique qui va faire que, tiens, cette granule, elle sera bonne pour vous. J'ai une patiente, par exemple, elle a de la transpi sous l'aisselle droite, mais pas de l'aisselle gauche. Ça, c'est une caractéristique unique. Ok, je vais aller me baser là-dessus. Plus beaucoup d'autres choses, évidemment. Mais ça, c'est le petit signe qui va me dire, tiens, je vais plutôt partir là-dessus que là. Voilà. Vous voyez ? Et alors, la différence avec cette homéopathie uniciste, pour le coup ? Avec l'homéopathie pluraliste. Donc, on va vous donner plein de granules, mais il y en a plein d'homéopathes, médecins homéopathes qui vous donnent, vous ressortez avec une ordonnance comme ça, vous ne savez plus quoi prendre. Là, c'est une granule que vous prenez, que vous diluez avec en 3 enfin ça dépend. Hein. Ou alors une olfaction si le praticien fait en olfaction, plutôt que 3 tubes de ceci, 3 tubes de cela, enfin voilà. Et en fait, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que c'est pas, il y a une prise, mais après il va y avoir une autre prise dans pas longtemps, et puis une autre prise. C'est pas comme un médicament finalement que dans la méthode pluraliste, je ne dénigre pas la méthode pluraliste. Parce que ça reste de l'homéo, pour moi, c'est OK. Mais celle-là va permettre de relever un peu le niveau de santé quand même. Et puis voilà. Et alors, cette homéopathie uniciste, pour l'avoir testée évidemment avec Gilles Riganides, bien entendu, il y a un petit côté psychomagie. Ouais. C'est assez étonnant de voir la manière dont on procède et le truc très, très réglementé, très protocolaire. C'est très, très protocolaire. Hein ouais. Petite bouteille d'eau, on dilue, ensuite on reprend à la cuillère, et pas la cuillère, et le machin, etc. C'est ça, une très, goutte, très juste. protocolaire. Et pour finir par... Une mini-goutte. Voilà, un petit fond de cuillère, on boit ça, et après il vous dit, bon, allez, on laisse agir, et on refera ça dans quelques jours. Ouais, c'est ça. Et on ne s'imagine pas une seconde que ça puisse avoir un effet si particulier, alors qu'on part d'un truc qui pourrait arriver à quelque chose d'encore plus minime. Ouais, c'est étonnant ça, c'est très étonnant. Pourquoi ? C'est une question de vibration. C'est ça. C'est une question, c'est très petit, infinisésimal. Oh, j'ai réussi à le dire, d'habitude je me plante. Non, c'est infinitésimal. Voilà, je n'y arrive pas. C'est pas grave. C'est tout petit, ok ? Donc ça donne quoi, l'homéo ? Une information. Donc en fait, il faut aussi laisser le temps que le corps se dise « Ah ouais, tiens, là il y a quelque chose », mais ça peut être très rapide. Moi, la lysine, je l'ai pris, le soir même, j'ai été au bout de ma vie, comme disent les jeunes. Hein. J'étais vraiment très, 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 très mal. Ouais. Vous avez d'autres exemples de personnes que vous avez accompagnées avec l'homéopathie justement uniciste et des exemples flagrants d'avant-après ? Oui, une ado. Alors, cas très complexe. Bon, déjà, je l'ai connue. Elle se scarifiait. Voilà, très, très compliqué. Pas diagnostiquée de la part des institutions. On ne sait pas trop. Elle a une dysrégulation de l'humeur. Mais bon, voilà, ils ne veulent pas coller une étiquette et je trouve ça plutôt bien pour le coup. Donc, il faut que cette gamine, elle se gère en temps et en heure. Donc, elle entend des voix. Enfin, voilà, il y a vraiment un aspect psychiatrique, hein, vraiment derrière. Et puis, évidemment, elle fait de l'eczéma, donc eczémé, ok, ça lui gratte partout. Donc, là, je me dis, je prends quoi ? Parce qu'en fait, il y a tellement de symptômes que je ne savais plus. Ok ? Et je lui conseille, je lui donne pas, je lui conseille un remède. Et en fait, c'était incroyable parce que j'avais demandé à ce que la maman vienne. Parce que, par expérience, je savais que cette première prise, ça allait peut-être la faire un peu la bousculer. Et sa maman est venue, elle me dit « Oh là là, les relations sont tellement plus apaisées à la maison. » La fille, quand même, sa fille, elle a quand même des voix qui lui disent de ne pas faire confiance en sa mère, pas confiance dans les autorités. C'est une vraie souffrance, quoi. Et là, donc plus d'eczéma déjà pour commencer. Alors ça peut revenir, hein. Ça peut revenir. Mais en fait, comme on a décidé d'entreprendre ce travail-là, c'est pas en 3 séances. Ok, quand on décide d'aller sur ce chemin-là, je pense vraiment que c'est sur plusieurs séances. Après, moi, j'aime pas que les personnes soient dépendantes de quelque chose. Donc, ils sont totalement libres
bien évidemment, d'arrêter quand ils le souhaitent, c'est évident. Voilà. Mais là, oui, pour le coup, c'était vraiment, vraiment flagrant, quoi. Une personne qui avait des vertiges aussi. Donc pareil, la petite caractéristique, et paf, je me suis engouffrée dedans. Voilà. Alors, est-ce que vous avez le fameux logiciel où vous rentrez vous rentrez toutes les informations? Alors oui, après, moi je me base aussi sur la matière médicale, donc tout ce qu'Hahnemann a écrit, beaucoup d'autres derrière lui ont écrit, parce qu'il faut s'imprégner de ça, parce que parfois, vous voyez, la colère par exemple, Lysine, c'est vraiment la personne qui va sauter sur la gorge des gens, alors que Staphysagria, c'est vraiment la colère que les gens gardent en eux. Vous voyez, c'est de la colère. Mais il y a des variantes. Il y a tellement de variantes, mais il y a tellement de remèdes. Il y a des milliers de remèdes. Des milliers. Donc il y a forcément une granule pour tout le monde. En général, les gens qui viennent vous consulter, qui vous consultent, alors évidemment, vous faites à chaque fois en présentiel. J'imagine que pour l'acupuncture, pour le coup, oui. La chinoiserie, évidemment. La chinoiserie, comme vous dites, oui. Évidemment. Ou alors, je dis aux gens, par exemple, on est en visio, ils ont vraiment une émotion très très forte, parce que ça peut décompenser même quand on est en visio. Je leur indique des points sur lesquels appuyer en direct, quoi. À part la chinoiserie, non, bien sûr, je suis en visio, comme beaucoup de gens. Le DNMS, donc la guérison des parts intérieures sur l'attachement, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est une technique qui est très récente en France. Il n'y a que quelques praticiens qui ont fait la formation. Ouais, c'est fou. Et les gens en fait, c'est un melting pot de tout ça, là, ce que je fais. J'ai appris l'analyse transactionnelle. Ça m'a pas plu, mais à chaque fois, il y a un tout petit truc que oui, vous pouvez récupérer une information qui pourrait être complémentaire à votre accompagnement. Mais même sur notamment les constellations familiales, est-ce qu'il y a une résonance aussi? Est-ce que vous utilisez des choses que vous avez pu expérimenter? Non. Non, parce que, en fait, je n'utilise que des méthodes sur lesquelles je suis certifiée ou en cours d'études, parce que je veux pas me faire... Je suis pas magicienne. Le magicien, non, je suis pas magicienne. Moi, je suis comme tout le monde, en fait, vraiment, avec toutes les casseroles que je m'étraîne. Et en fait, je suis vraiment là, en mode d'accompagnement. D'ailleurs, vous ne m'avez pas entendu dire « je n'aide personne ». Je n'aide pas les gens. C'est eux qui s'aident. Moi, déjà, je m'aide, moi, avec mes propres névroses, mes propres traumas. Et donc, moi, je vais accompagner. Vous voyez, en fait, quand au départ, je ne savais pas du tout dans quelle sorte de thérapie j'allais, je me suis accompagnée, moi, toute seule, en premier lieu. Mais après, je me suis dit, tiens, je vais faire plusieurs choses. Et en fait, c'est toutes ces formations et ces expériences qui font qu'aujourd'hui, j'ai cette petite méthode à moi. En fait, évidemment, je ne vais rien changer. Tout est déjà. Je vais rien changer à la médecine chinoise, par exemple. Voilà, j'ai pas cette prétention-là. Mais en tout cas, les gens qui viennent, ils se disent c'est couteau suisse, quoi. Multidisciplinaire, là. La mallette. Ouais, la petite voilà, c'est ça. Je dis la mallette parce que vous vous définissez comme ça. La mallette à outils. Voilà, je suis la mallette et dedans, il y a plein d'outils. C'est ça. Le syndrome d'abandon, vous l'avez toujours? Ça me suivra toujours parce que je l'ai vécu. Après, je l'ai travaillé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réminiscences, mais beaucoup moins. Et puis, non, ça glisse maintenant, en fait. Voilà. Mais je connais bien le sujet. Ouais. Oui, oui. Ouais. On sent quand même, et au travers de la manière dont vous nous présentez les choses, c'est que vous êtes une expérimentatrice. Oui. Vous avez testé toutes ces choses-là. Oui. Jusqu'à, effectivement, des situations extrêmes. C'est ça. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose. Je trouve que quand on a besoin d'un accompagnant, d'un thérapeute, d'un coach, je trouve que c'est quand même très, très important et ça rassure aussi de se dire je m'adresse à quelqu'un qui sait de quoi je parle. C'est ça. Je le dis souvent, moi, aux personnes qui viennent. Je dis, mais vous savez ce que vous me dites là? Je l'ai vécu. Je l'ai vécu, quoi. Ouais. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est que de se mettre à mal pour une relation qui... c'est pas qu'il n'en vaut pas la peine, parce qu'elle vaut la peine d'être expérimentée. Mais vraiment, pour le coup. Mais ça peut prendre des tournures tellement dramatiques. Et sur ce syndrome de l'abandon,
J'en ai eu des relations pourries, mais alors vraiment pourries, quoi. Vraiment, où je me suis laissée vraiment malmenée, traitée, jugée, maltraitée. Vraiment maltraitée au sens même physique du terme. Et je me dis, waouh, bon là, le DNMS dont je vous parle, la guérison des parts intérieures, c'est un tout nouveau truc. Donc je l'ai testé forcément, je suis allée me former, mais je l'ai testé aussi. Waouh, c'est... Comment vous dites DNMS ? DNMS, guérison des parts intérieures. En fait, c'est une nouvelle thérapie. Mais DNMS, guérison, où est le Oui, mot parce que DNMS, c'est le mot américain. Et en fait, on va utiliser DNMS, guérison, on va utiliser le terme français, ce sera beaucoup plus pratique. Ok. Mais sinon, le terme américain, c'est DNMS. Ouais, DNMS. Okay. Et en fait, dans cette technique, elle est typiquement faite pour les problèmes qui ont des problèmes d'attachement. Okay. Pour les personnes qui ont des problèmes d'attachement. Le problème, c'est que qui sait ce que c'est que les problèmes d'attachement ? La dépendance affective ? Ouais. Voilà. Alors, on parle du pervers narcissique, qui n'existe pas, hein, parce qu'en fait, c'est soit un pervers, soit un manipulateur. Enfin voilà, c'est une logorée qui a été complètement mise à mal, cette histoire. Bon, soit. Ça, c'est un problème de sémiologie. Mais, de sémantique, pardon. La guérison des parts intérieures, c'est, par exemple, moi qui ai eu un syndrome d'abandon, je m'installe là en face, et puis on va faire parler la personne. Et c'est très psychocorporel, ok ? Et on va se dire, ok, quelle est la part de toi là qui parle ? Ah ben j'ai 8 ans. Alors c'est marrant parce que les gens, ils ont la voix qui change. Ou alors ils se mettent un peu comme ça. Ou alors, c'est assez incroyable. Moi, quand je l'ai vécu, je suis joueuse et un peu contrôlante. Donc j'ai voulu jouer. Et quand j'ai expérimenté ça... Mais il y a un état d'hypnose, il y a un état de... Rien du tout. C'est juste une discussion. Alors, évidemment, on se pose, hein, on fait pas ça dans le métro, évidemment. On se pose, on parle. Il y a 4 séances avant d'arriver un peu à ce travail, mais des fois, les parties, elles veulent tellement parler qu'elles se manifestent bien en amont. Il s'agit de mettre nos propres ressources au service de ces parts qui sont très blessées intérieurement. Okay. Et qui restent en fond de nous. Donc, un petit peu l'enfant intérieur, on pourrait dire, ce que vous voulez. Et en fait, on fait toutes ces ressources, c'est la personne elle-même qui les fait, en étant accompagnée, hein, bien sûr, il y a tout un protocole. Après, il y a un lieu spécial où on met tout ce monde-là pour que tout le monde soit sécurisé, réconforté, entendu, presque secouru. Et puis donc, il y a ces petites parties. Donc, on met tout le monde dans un lieu spécial, ressources par blessé. Et je peux vous dire que c'est... assez incroyable comme méthode. Et donc, j'ai voulu jouer, moi. Et donc, au bout de, je sais pas, 5-10 minutes, on parle sur ce quoi on veut travailler, etc. Une fois qu'on a fait tout ce protocole un petit peu avant. Et là, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Et ben moi, j'étais comme ça. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Et une espèce de marteau, là, qui me martelait la tête. Et j'ai voulu jouer, hein, mais j'ai perdu. Hein. Et là, c'est quoi la part qui parle ? Ah bah, je sais pas, j'avais 8 ans, 9 ans. Voilà. Et ça révèle quoi de vous, alors, à ce moment-là ? Qu'il y a une part de 8-9 ans qui n'a pas été entendue, pas été rassurée sur quelque chose, un événement, ou juste le fait de pas avoir été entendue à ce moment-là, sur cette période-là. Après qu'elle ait 8 ans, 16 ans ou 3 ans, ou in utero, quelque part, le but, c'est vraiment que les parties s'expriment. Et donc, on écoute les parties, on valide les parties. Waouh, c'est difficile ce que tu ressens. Et je comprends tout à fait, parce que si moi-même j'avais été à ta place, j'aurais vraiment ressenti peut-être la même chose. Et j'aurais aimé être écoutée. Et le fait que les parties se sentent écoutées, waouh, et prises en charge par les ressources, c'est assez incroyable. Et ça, c'est aussi un outil que vous utilisez dans votre accompagnement ? Oui. Parmi tout ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment EFT, mouvement oculaire, donc issu de l'EMDR, chinoiserie et la guérison des parts intérieures. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et l'homéo, évidemment. Gwen, j'aurais juste qu'on ouvre une parenthèse sur ce que vous avez dit là. Les pervers narcissiques n'existent pas. En fait, j'ai fait un article là-dessus sur mon blog, sur mon site. En fait, c'est juste une question de sémantique ? De sémantique, ouais. Parce que c'est soit il est pervers, soit il est manipulateur. En fait, ce que je regrette vraiment en ce moment, c'est que les gens prennent des termes et qu'ils les galvaudent. Ah, t'es vraiment un psychopathe. Alors, en fait, déjà, qui sait vraiment ce que c'est un psychopathe ?
Mais les gens, ils pensent que c'est comme dans Seven, en fait. Mais non. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a un grand spécialiste de la psychopathie qui a voulu faire un test dans sa famille pour savoir qui il était. Donc, il a fait des choses à volet fermé, hein, bien sûr. Donc, les gens mettaient leur nom et tout ça. Et puis, il y en avait 2, 3 qui relevaient un peu le truc. Et il y en avait un vraiment qui relevait. Il ouvre le truc. C'était par ordinateur, hein, donc... et en fait, c'était lui. Le grand spécialiste de la psychopathie, c'était lui. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est incroyable. Et en fait, les gens, ils galvaudent les termes là, comme ça. Alors, qu'est-ce qui est galvaudé dans pervers narcissique manipulateur? En fait, c'est soit un pervers, mais qu'est-ce qu'on y met derrière le mot pervers? C'est toujours pareil, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que pervers, c'est sexuel, etc. Non, 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 non. Il y a beaucoup plus de choses dans la perversité. Soit c'est quelqu'un qui est manipulateur, ou soit un grand manipulateur. Enfin, ça dépend, en fait. En gros, ce qui m'agace un peu, c'est que j'entends que dès qu'il y a une relation qui ne va pas, le mec, il est pervers narcissique. Oui, oui. Ah non, franchement, non, quoi. Non, oui, bien sûr. Enfin, non. Mais on peut être un pervers narcissique manipulateur. On peut être... Non, vous ne pensez pas? Non. Ah bon? Pour moi, non. On peut être un manipulateur, un pervers... qui est aussi... De toute façon, il y a toujours un peu de manipulation dans l'histoire, mais non, pour moi, il faut vraiment aller chercher dans toutes les théories, donc, etc. Donc, un pervers narcissique manipulateur, en fait, c'est 3 personnes. Là, c'est le gros lot, là. Non, mais c'est 3 personnes, en fait. Ça peut être 3 entités différentes. Enfin, 3 entités, entre guillemets, oui. Excusez-moi, c'est pas vraiment le terme. Mais il peut y avoir des choses qui se combinent. Ouais. De la sociopathie, enfin, il y a plein de choses qui se combinent. Mais en fait, je pense que les gens, ils utilisent les termes de psychologie... Un peu rapidement. À très mauvais escient. Okay, ouais. Très, très mauvais escient. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouve dans une relation qui est très complexe, je suis dans... voilà, il est pervers narcissique. Et alors, donc, votre relation qui a été si bouleversante, il était quoi? Pour moi, il était pervers. Ouais, pervers. C'est tout? Il y avait de la manipulation. Donc. Il y avait pervers, ouais, vraiment de la perversité. À se nourrir du fait de me rendre très très mal, en fait. Hein, c'était vraiment ça. Comme beaucoup de pervers le pervers narcissique manipulateur, moi je les appelle comme ça, mais il a cette faculté de se nourrir de la faiblesse de l'autre et de reporter sur l'autre la problématique. C'est vous le problème, en fait. C'est ça. Et pas lui. Ça. Non, jamais. Bien évidemment. Jamais. Bien évidemment. Non. En tout cas, on voit que votre accompagnement, il est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et ce qui, en même temps, est extrêmement rassurant, c'est que, d'abord, vous avez suivi les cursus pour ça, mais surtout, vous avez expérimenté ça au risque de votre vie. Non, mais c'est vrai. Bon, peut-être pas non plus, mais... Non, mais si, vous auriez pu, à une période de votre vie, passer de l'autre côté. Personnellement, oui, pas professionnellement. Oui, j'aurais pu. Vous auriez pu. J'aurais pu, oui. Mais en tout cas, voilà, toutes ces expériences de vie, aussi douloureuses soient-elles, font la femme que vous êtes aujourd'hui et la thérapeute que vous êtes aujourd'hui. Ouais, et la professionnelle que je suis aujourd'hui. Et vous êtes la professionnelle que vous êtes aujourd'hui. L'accompagnante que je suis aujourd'hui, exactement. Vous n'aimez pas le mot thérapeute ? Parce que je pense que le mot thérapeute, ça encore, mais je crois que ça. Je suis journaliste en fait. Vous avez un problème avec les mots. Hein. En tout cas, non, vous avez comment dirais-je, un désir de remettre. Visiter, voilà, exactement. De remettre du sens à la valeur des mots. Exactement. Ouais. Pour moi, thérapeute, c'est celui qui a un titre. Et par exemple, le psychologue est thérapeute, par exemple. Voilà. Je trouve que thérapeute, ça englobe beaucoup de choses. Et moi, je ne sais plus. Donc, pour ça que, moi, je dis, voilà, j'accompagne. Bon. Voilà. Vous êtes en paix aujourd'hui ? Ah oui. Ah oui. Ouais. Et dès que vous avez un Roland, un petit peu de FT ? Non, je travaille avec mes thérapeutes, pour le coup, mes psychiatres aussi. Non, je travaille avec plein de gens, énergéticiens. Je suis suivie par 4 personnes, hein, donc... Oui, mais c'est un choix. C'est un choix. Un point sur vous, oui. .com. Oui. C'est votre site internet. C'est ça. Voilà, allez voir évidemment tout ce que préconise Gwen. Distance en visio, on peut faire. Oui. Voilà, sans problème. Vous avez un cabinet évidemment sur place et vous êtes dans le sud. Oui, à Montpellier. À Montpellier, oui, dans cette jolie ville de Montpellier qui est toujours en travaux. Oui, il y a le tram, hein, voilà. C'est toujours en travaux. Et oui, c'est vrai. Et de temps en temps, à Montpellier, quelques architectures d'immeubles. Oui. Vous parlez de l'Arbre Blanc, là ? Il y a des cabinets d'architectes où je me dis,
Qu'est-ce qu'a pris le mec pour sortir un truc de terre comme ça? En fait, Montpellier, c'est une grande ville avec ce qu'on appelle des folies d'architecture. Ah, c'est ça. Parce que c'était un haut lieu de bâtisse. Ouais. Et donc, en fait, le maire, ils se sont dit, bah, tiens, on va refaire des folies, quoi. Ouais. Donc, il y en a encore, je crois, 5 ou 6 qui sont attendus. 5 ou 6 comme ça. Et une gare que j'adore. Alors, laquelle? Parce qu'il y en a 2. Ben, oui, mais c'est la gare de France, c'est ça, non? À Sud de France. Celle que nous, on appelle la gare fantôme. La gare déserte. Ouais, elle est incroyable, cette gare. Elle est immense. Elle est incroyable. Je l'ai prise un matin à 8 h. Je me suis demandé si elle était ouverte. Il n'y avait personne dans la gare. Je me suis retrouvé tout seul. Je dis merde, c'est pas le bon train, c'est pas le bon jour, c'est pas la bonne heure. Mais en fait, c'est ça. C'est Désertland. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est très étonnant. Oui, mais après, bon, il y a le soleil. Non, mais bien sûr, c'est une très très jolie ville. Il y a plein de restos extraordinaires. Oui. Et il y a une énergie solaire. Absolument. Puis c'est une ville, évidemment, qui a une très belle dynamique, ville étudiante, il y a plein de choses, évidemment. Absolument. Merci beaucoup, Gwen. J'étais ravi vraiment de partager tout ça avec vous et d'accueillir aussi votre histoire. Merci. Vous avez le courage de la raconter, de le dire. Vos enfants sont au courant de tout ce que vous avez dit là ou pas? Absolument pas. Oh, mais non! Si, absolument pas. Mais c'est le moment, voilà. C'est le chemin de vie, vous voyez. Je croyais qu'ils étaient... ils ne connaissaient pas votre histoire. Non, ils ne connaissent pas. Les enfants connaissent les parents, pas forcément l'individualité de leurs parents. Petit coming out, là. Oui, gros. Gros, ouais, clairement. Quel âge ils ont maintenant? Il y en a un qui a 18, une autre qui a 8 et l'autre qui a 7. Ok, donc le 18, il va tout comprendre. Le 18, il va tout comprendre. Et les petites, je leur expliquerai. Aucun problème. Aucun problème. Bravo. Merci Gwen, merci infiniment. Avec plaisir, vraiment. Grand privilège que de recevoir Gwen sur ce plateau, et vous allez pouvoir évidemment commenter, partager cette émission, commenter avec bienveillance, et nous on va se retrouver très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.